Je vais vous en mettre plein les yeux aujourd'hui. Bonjour à tous, vous allez voir des gâteaux comme vous n'en avez jamais vu. 3 kilos sur les hanches, rien qu'en les regardant. En revanche, ils ont un problème, et pas des moindres. Certains d'entre eux, ce n'est pas le cas ici, sont faits non pas sur place par votre commerçant de quartier, mais sur les chaînes de fabrication de l'industrie agroalimentaire. Moins de stock à gérer, moins de frais de personnel, moins de soucis de formation. Tiens, un exemple concret, mon préféré c'est l'éclair au chocolat. L'acheter à l'industrie coûte à un pâtissier 70 centimes. Le faire lui-même sur place revient à 1,30 €. Vite vu. Alors certains artisans cèdent au chant des sirènes et nous, les gourmands, on se demande comment différencier dans une vitrine un gâteau fait maison d'une pâtisserie industrielle. Pâtisserie, le beurre et l'argent du beurre, c'était facile. C'est une enquête signée Laure de l'Alex. De petites boutiques qui présentent une trop large gamme de pâtisseries, des produits étonnamment réguliers ou encore des tartelettes que l'on retrouve d'une pâtisserie à l'autre. Autant d'indices qui révèlent que ces petites douceurs sont en fait d'origine industrielle. Elles sont pourtant vendues en pâtisserie et au prix de l'artisanat. Qu'achète-t-on vraiment dans les pâtisseries de quartier ? Combien d'artisans sans scrupules se font ainsi du beurre sur les consommateurs qui leur font confiance? En levant le voile sur ces pratiques, nous avons cherché à connaître les réglementations qui s'imposent aux pâtissiers. On devrait voir la mention décongelée. On est là pour ça. Des dérives contre lesquelles des professionnels se mobilisent et ont décidé d'agir. D'ouvrir des cartons avec un cutter, donc à part se couper, on risque rien. Car aujourd'hui, l'industrialisation touche la filière pâtisserie à tous les niveaux. À faire, vous voyez, ça a 3 minutes à peine et voilà, la tartelette est préparée. Jusqu'aux enseignes de prestige, dont certaines revendiquent leur production de masse en tordant le cou aux critiques. Je réponds que c'est des conneries. Aujourd'hui, je veux dire, ma famille a prouvé qu'on pouvait grandir dans le monde sans toucher à la qualité. Mais qui sont ces industriels que l'on montre du doigt? Sont-ils l'avenir de la pâtisserie française ou une vraie menace pour nos artisans? Nous, on n'est pas en train de pousser les artisans dans le gouffre, au contraire. Notre enquête nous emmènera au cœur de ces usines et de certains petits secrets de fabrication. Les pâtissiers de chez le nôtre viennent dans nos usines, on travaille ensemble. Car la qualité n'est pas toujours là où on l'attend. Ça, c'est pas bon, c'est tout. Roulement de tambour. Artisanal. Ah ouais. À l'autre extrémité de la filière, certains pâtissiers jouent la carte de l'excellence. Je voulais avoir ce côté fraîcheur à la minute. Et présentés comme des joyaux, les créations les plus raffinées s'arrachent à prix d'or. Entre petits délices et gros profits, merveilles en vitrine et gâteaux sur catalogue, les coulisses du fleuron de la gastronomie française révèlent bien des surprises et heureusement, encore bien du plaisir. Ah, c'est juste trop bon. On va prendre du poids, hein. Notre enquête commence par une question dérangeante. En caméra cachée, nous nous rendons chez des artisans de la capitale qui, selon nos informations, vendent des pâtisseries industrielles sans le dire à leurs clients. Les pâtisseries sont faites sur place ou pas? Une seule de ces vendeuses nous aura dit la vérité. Le reste du temps, les réponses sont très imprécises, voire agacées. C'est vraiment fait sur place? Oui, madame. L'artisan de boulangerie, c'est écrit sur la façade. Tout est fait sur place ici, madame. Je vais pas vous mentir. Ouais. Tu sais d'où ça vient nos pâtisseries? Elles sont fabriquées sur place? Oui, mais c'est pas dans cette boulangerie-là, c'est La raison de cette loi du silence, nous la découvrons enfin dans cette pâtisserie où une première vendeuse commence par nous mentir. Est-ce que la pâte est fabriquée ici? Tout est fabriqué ici. La pâte, vous la voyez, elle est faite ici. Ici, ouais. On fait les tartes nous-mêmes, on fait pas nous-mêmes. Mais soudain, une autre vendeuse vient à notre rencontre et lève le voile sur les pratiques de son patron. C'était votre question, c'était savoir si c'était
ici, pâtisserie. Oui, voilà. Alors, je vous dis la vérité, c'est pas possible. Je les achète. Ma collègue, elle peut pas vous le dire parce qu'elle a signé un contrat et dans son contrat, c'est dit qu'elle n'a pas le droit de vous le dire. Moi, j'ai pas encore signé mon contrat, donc c'est pas fait ici. Bah, si le patron apprend qu'il a dit, vous devez se faire. Des vendeuses tenues au secret par des artisans qui mentent à leurs clients. On est loin de l'image d'Épinal, du boulanger-pâtissier, élu cette année personnalité préférée des Français, devant le facteur et le pompier. À l'origine de ce problème, un vide juridique. Car si depuis les années 80, l'appellation boulangerie oblige l'artisan à fabriquer son pain totalement sur place, les termes de pâtisserie et de viennoiserie ne sont régis par aucune réglementation. Combien de pâtissiers ont-ils cédé aux sirènes des produits industriels? Difficile à chiffrer, car un même professionnel peut panacher son offre entre gâteaux sortis d'usine et faits maison. Arnaud Deblot est le rédacteur en chef d'un magazine de défense du consommateur. Il s'est bien sûr penché sur ce scandale. Il y a une vraie omerta sur la question, tout simplement parce que les boulangers et leurs représentants professionnels, que ce soit des syndicats ou des fédérations, restent muets sur le sujet. Les fournisseurs, les industriels ne s'étendent pas non plus trop sur leur sujet parce qu'ils ne veulent pas mettre à ternir la réputation de leurs clients. Et donc il est très difficile d'y voir clair. Il y a un certain nombre de chiffres qui circulent et sur l'ensemble de la France, on dit que grosso modo, un croissant sur deux ne serait pas fabriqué dans la boulangerie. Selon les fédérations professionnelles, aujourd'hui, plus de 20% des pâtisseries vendues en France sont issues de l'industrie. Plus de 30% du pain. Un pourcentage qui monte jusqu'à 75% pour les viennoiseries qui seraient d'origine industrielle. Des chiffres accablants dont le consommateur est la première victime. Il n'y a pas de danger pour le consommateur, a priori, dans la mesure où effectivement l'industrie agroalimentaire est quand même très surveillée en France. Simplement, c'est vrai que le consommateur, dans sa tête, le boulanger-pâtissier, c'est quelqu'un qui fait tout lui-même. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une petite tromperie pour lui. Donc, il y a une partie du rêve, entre guillemets, qui s'écroule. Contre ces pâtissiers indélicats, certains artisans ont décidé de contre-attaquer. Blois, 5 h du matin. Nous avons rendez-vous dans cette pâtisserie. Ici, tout est fait maison. Et dans le laboratoire, c'est le festival des saveurs et des couleurs. Jackie a 55 ans de métier et il travaille avec son fils Frédéric. Ici, on est boulanger et pâtissier de père en fils et on n'a pas de mots assez durs pour condamner les artisans qui font appel aux produits industriels. La viennoiserie industrielle ne nécessite aucune qualification. Mais vraiment aucune. Il s'agit d'ouvrir des cartons avec un cutter, donc à part se couper, on ne risque rien. Les problèmes de température, vous n'en avez pas parce que c'est déjà congelé. Alors adieu la formation, adieu la technicité, adieu le pétrissage, le développement aromatique. Et puis, à terme, c'est évident, il y a un risque majeur de perte de confiance du consommateur, qui aujourd'hui est un consommateur extrêmement averti. On accuse souvent la loi sur les 35 heures d'avoir favorisé le phénomène. Mais le recours aux produits industriels remonte en fait aux années 70. Avant, il y avait beaucoup de partage, c'est-à-dire les livraisons dans les campagnes et tout ça. Donc c'est vrai que certains avaient des difficultés à assumer les livraisons toute l'après-midi, la fin de matinée et tout l'après-midi, plus toute la production la nuit. Donc ça, c'était une des premières peut-être entrées de l'industrie dans le monde de l'artisanat. Car la fabrication maison coûte cher. Par exemple, pour réaliser ces entremets à 5 couches, à la régularité presque industrielle, il faut compter 6 heures de main-d'œuvre réparties sur 2 jours. Pour rationaliser ces énormes charges de travail, comme partout dans les pâtisseries, une partie de la production est congelée et mise à la vente dans les jours suivants. Quant aux matières premières, achetées en petite quantité et donc plus chères que dans l'industrie, elles sont malheureusement en très forte augmentation. On l'a vu notamment il y a quelques années, vers 2009, avec la crise, voilà, où il y a eu des spéculations sur le sucre. Sur 2 ans, on a eu des augmentations qui ont dépassé les 100%. Par contre, c'est extrêmement compliqué de changer les tarifs vis-à-vis de la clientèle qui ne comprendrait pas toujours
l'explication, la logique, pourquoi une semaine c'est ce prix-là, la semaine suivante c'est un autre coût. Donc on a un lissage qui se fait sur l'année avec une augmentation qui peut être répercutée que 6 mois plus tard par exemple. Ça nous arrive. Donc sur certains produits, la marge devient extrêmement mince. Dans ces conditions, il n'est pas toujours facile de résister aux sollicitations des industriels. Alors comme tout artisan boulanger, je reçois plusieurs fois dans l'année des différentes sociétés ces catalogues ou pour proposition aux artisans boulangers. Et sur ces catalogues, on trouve aussi bien viennoiserie, pain comme pâtisserie. C'est un grand mal au cœur de voir toutes ces propositions et qui sont adressées directement même aux artisans. On y découvre la grande force de la filière industrielle, les prix. Ici, selon leur poids, les pains au chocolat coûtent de 30 à 34 centimes d'euros environ. Les tartelettes framboises sont à moins de 1,50 €. Et les éclairs coûtent entre 66 et 83 centimes d'euros pour les plus gros, des produits revendus en général dans les boutiques 3 fois plus chers. Face à ces arguments massus, à terme, c'est toute la filière artisanale qui est en danger. J'ai appris au travers des années, depuis mon apprentissage, le respect dans le choix des matières premières de qualité, le respect dans la fabrication. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus besoin de toutes ces valeurs-là, de connaître leur métier avec les recettes, puisque la facilité est là et qu'avec un cutter, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ces jeunes qu'on va retrouver sur le marché du travail qui sont incompétents et dans l'incapacité complète de reprendre nos entreprises. Jackie a donc lancé une charte viennoiserie 100% maison qui interdit aux artisans détenteurs de ce label de vendre des viennoiseries industrielles. On demande à chaque artisan qui fabrique sa viennoiserie, s'il veut bénéficier de cette charte, de nous fournir une attestation certifiée de son expert comptable, comme quoi sur l'année, il n'a pas été relevé d'achat de viennoiserie surgelée sur ses factures. Ce logo est aussi contrôlé par les agents de la DGCCRF pour prévenir des éventuels fraudeurs. Et en boutique, en tout cas, le 100% maison fait toute la différence. C'est une fierté quand même de se dire on vend des bons produits. Et pour le vendre, c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Vous voyez, par exemple, il y a quand même de plus en plus de problèmes d'allergie ou autre. Bon, si quelqu'un nous dit est-ce qu'il y a du beurre, ou est-ce qu'il y a ci, ou est-ce qu'il y a ça, on peut se dire oui ou non. Par rapport à une grande surface où finalement on ne sait pas vraiment la fabrication, quoi. Initiée dans le département du Loir-et-Cher, la charte de Jackie vient d'être adoptée au niveau national par la Confédération des boulangers-pâtissiers. Une victoire pour la viennoiserie, mais qui ne concerne pas la pâtisserie. En effet, les produits intermédiaires utilisés pour chaque gâteau sont trop nombreux et trop complexes pour rentrer sous un logo fait maison. Dès lors, si aucune charte ni aucune loi n'encadre la production de pâtisserie, comment le consommateur est-il protégé? Quelle est la réglementation qui s'applique aux pâtissiers? Pour faire le point sur ces obligations, rendez-vous à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Loir-et-Cher. Francis et Pascal préparent leur matériel. Je te prends des coiffes? Prends-moi des coiffes. Au programme de leur tournée d'inspection, un passage au crible de plusieurs boulangeries-pâtisseries du département. Par an, on fait près une vingtaine de contrôles de boulangerie-pâtisserie. Et sur les 20 contrôles, à peu près, on a deux, trois établissements qui portent un petit peu problème, on va dire. Et que l'on voit bien sûr automatiquement après, puisqu'on a un suivi de ces établissements-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la seule obligation pour ouvrir un commerce de pâtisserie est d'avoir un diplôme de pâtissier. Habillés de leur tenue réglementaire, Francis et Pascal vont vérifier les nombreuses règles sanitaires qui s'imposent aux pâtissiers. De la date limite de consommation aux conditions de stockage, sans oublier l'hygiène des locaux. Ici, le pâtissier ne s'est pas mis aux normes, car souvent, selon les professionnels, les réglementations sont compliquées, changeantes, et les coûts sont énormes. Tout rénové, il y en a encore pour 50 000 €. Voilà pourquoi on ne les a pas fait plus tôt. Ça fait 5 ans que je suis ici, donc
J'ai déjà changé le four, ça coûte 50 000 €. Les armoires de congélation, c'est 3 000 par matériel. Donc on ne peut pas tout faire d'un coup. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on nous oblige à faire tout ça, mais on ne nous aide pas financièrement. Ça, c'est dommage. Mais le contrôle n'est pas fini, car la règle d'or en pâtisserie, c'est la préservation de la chaîne du froid. Et en la matière, les pratiques sont très réglementées. Les pâtisseries qui sont fabriquées dans de bonnes conditions d'hygiène peuvent être présentées à la vente pendant 1 ou 2 jours après leur jour de fabrication, à condition de respecter une température de stockage qui soit de 6 degrés maximum le jour et de 4 degrés maximum la nuit. Donc c'est ça que l'on vérifie actuellement. Pour les congélateurs, la température doit rester sous les moins 18 degrés. Donc là, on regarde, effectivement. Donc ce sont des pâtisseries congelées. Donc on va s'assurer s'il y a bien l'indication des pâtisseries congelées en vitrine. Pourquoi? C'est obligatoire de mettre le petit logo, soit le petit pingouin, soit le petit igloo, pour informer le consommateur que le gâteau est congelé et qu'il ne doit pas être congelé. Pour les produits qui seront cuits après la congélation, comme ces quiches par exemple, aucune mention n'est nécessaire. De même pour les pâtes à tarte ou à choux non fourrées. Pour tous les autres produits congelés, le logo est obligatoire. On ne le voit nulle part, ce pingouin. On le voit nulle part, mais on devrait le voir ou voir la mention décongelé. Il y a un problème là, non? Écoutez, on est là pour ça. Côté boutique, en effet, dans la vitrine, le fameux logo brille par son absence. Ça, les verrines, elles sont congelées. Elles sont congelées. C'est ça. Après, je sais, l'invitation peut-être aussi, enfin, la base de l'invitation. Oui. Donc effectivement, là, au niveau de l'information du consommateur, elle est incomplète. Oui. Aujourd'hui, le consommateur comprend qu'on ne peut pas tout faire tous les jours. Non. Compte tenu de la technicité des produits. Bien sûr. Bien sûr. Et vous pouvez expliquer qu'effectivement, c'est vous qui le faites et que vous avez la possibilité de reporter la vente au moyen de la congélation. Oui. Mais ce que la loi vous demande, c'est de l'indiquer. Voilà. Ici, toutes les pâtisseries sont faites maison, mais les professionnels craignent qu'un logo indiquant la congélation du produit soit mal compris par les clients. C'est pas simple à mettre en place et puis je pense que ça induit aussi le consommateur en erreur parce que pour lui un petit sigle avec par exemple un pingouin, ça veut dire que le produit n'a pas été fait ici, on l'a acheté congelé. Ou alors après effectivement comme vous disiez, il faut carrément mettre un petit panneau en indiquant qu'il a été fabriqué maison et qu'il a été surgelé. Voilà. Parce que je pense que beaucoup de clients ne savent pas que les produits, la plupart sont surgelés dans la plupart des boulangeries d'ailleurs. Mais la fabrication maison est-elle toujours la meilleure? Que faut-il penser des pâtisseries issues de l'industrie? Dans quelles conditions sont-elles élaborées? Pour le savoir, direction le sud-ouest de la France, près de Périgueux, pour continuer notre enquête. Voici l'Européenne des desserts, un des leaders européens de la pâtisserie industrielle. Ici, 24 heures sur 24, plus de 700 références desserts, crus ou prêts à l'emploi, passent sur 14 lignes de production, sans oublier ces 2 surgélateurs hyper puissants. Un endroit en principe fermé aux médias, comme souvent dans l'industrie alimentaire. Didier Boudy est à la tête de cet empire depuis 3 ans et a accepté de nous en ouvrir les portes. Là aussi, on tient la cadence. La cadence ici, c'est 28 000 tonnes de pâtisserie par an. Pourtant, le nom de cette entreprise n'est pas connu des consommateurs, même si ses produits sont vendus dans de grandes enseignes françaises. On travaille avec Carrefour, Auchan, Leclerc, Système U, j'en oublie, il ne faut pas que j'en oublie, Cora, enfin voilà, tout Casino, toute la grande distribution. On travaille également avec des chaînes de restauration, on vend aussi aux chaînes de points chauds. Nous, on ne livre pas les artisans en direct, mais on travaille avec certains clients dont c'est le métier et qui livrent les produits aux artisans. Au total, 15% de la production part chez les artisans. D'ailleurs, ici, on revendique la qualité artisanale de la production. Par exemple, on est un des rares industriels, nous, à utiliser dans toutes nos recettes, quand on met du lait, c'est du lait liquide. C'est pas de la poudre qu'on réhydrate, c'est du lait liquide. Là, tenez, regardez,
Là, il a mis tous ses ingrédients dans son pétrin. Hein, vous voyez qu'il y a des œufs, du beurre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du sucre roux. Enfin, c'est des ingrédients tout à fait standards, mais dans des contenants qui sont bien plus importants. Pourtant, les pâtisseries industrielles ont longtemps eu mauvaise réputation, notamment à cause des additifs. Il peut y en avoir. Après, ça dépend de la stratégie de chaque entreprise. En ce qui nous concerne, nous, tout ce qui est additif, colorant, tout ce qu'on pourrait mettre pour aider, on a depuis des années travaillé à tout enlever pour avoir les recettes les plus propres possibles. Pourquoi est-ce que magiquement, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'additifs? C'est que c'est tout sauf de la magie. Je vais vous donner un exemple très très concret. On va faire une pâte dans un pétrin comme ça, si on en fait 400 kg d'un coup. Le temps qu'on utilise toute cette pâte, d'accord, sur la ligne, il se peut que le fond de la cuve ait plus tout à fait la même texture au moment où on l'utilise que le haut. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des choses dans la pâte pour qu'elle se tienne bien longtemps et qu'on puisse l'utiliser longtemps? Ou est-ce que tout simplement on dit, ben, on va en faire 2 fois plus souvent, donc on diminue la quantité de pâte qu'on va mettre dans la crème, on change notre process, on l'adapte pour qu'on puisse faire sans rien mettre. En plus, d'un point de vue économique, c'est meilleur, hein, parce que tous ces additifs qu'il pourrait y avoir, ce sont des choses qui peuvent coûter de l'argent et dont vous n'avez plus besoin derrière. Mais si les process s'améliorent de jour en jour, la qualité finale des produits, elle, peut être très variable d'une marque à l'autre, car ce sont bien les clients qui choisissent les particularités de leur commande. Dans les galettes, il peut y avoir des galettes avec un feuilletage qui contient 27% de beurre, 33% de beurre, voire même 37% de beurre pour des galettes très très haut de gamme. Après, la quantité de poudre d'amande qu'on ne peut pas mettre dans la frangipane peut varier également et c'est plus ou moins cher. Dans son catalogue, visible sur Internet, on voit d'ailleurs que l'Européenne des desserts fabrique des gâteaux avec la licence d'un célèbre pâtissier haut de gamme. Tout le monde va croire que c'est du Le Nôtre. Ce n'est pas des produits qui sont vendus dans les boutiques Le Nôtre. Ça sera vendu avec la marque Le Nôtre à des restaurateurs. On met au point la recette avec les pâtissiers de chez Le Nôtre. Donc ils viennent dans nos usines, on travaille ensemble. Et après, on peut dire la recette est une recette Le Nôtre professionnelle. Aujourd'hui, la consommation de pâtisserie des Français reste stable. Pourtant, l'industrie des desserts connaît une croissance de 3 à 5%. Des performances qui s'expliquent par une réorganisation de la filière entre industrie et artisanat. On va commencer avec un client par lui livrer des fonds de tarte surgelés. Et puis au fil du temps, il va nous acheter quelques tartes garnies. Et puis après, il arrêtera carrément de fabriquer pour nous acheter que des tartes garnies. Est-ce que c'est la mort de l'artisanat? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que au contraire, y a beaucoup moins de pâtissiers qui sont formés, on en manque. Donc avoir des sous-ensembles, avoir du feuilletage tout près pour qu'ils puissent continuer à faire très bons millefeuilles, mais sans avoir à fabriquer le feuilletage qui prend beaucoup de temps, qui est très contraignant, ben ça leur permet de continuer à faire des bons millefeuilles, mais avec un peu moins de monde, un peu moins d'heures de travail, et nous, on les aide à faire ça. Pour augmenter leur part de marché, les industriels développent aussi une large gamme de nouveaux produits. Et aujourd'hui, Didier Boudy est en séance de test avec son équipe de marketing. Alors, par contre, Dominique, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que c'est possible que la purée de cassis, là, ça brille plus? Plus brillante. Plus brillant. Une évaluation qui porte sur le goût et l'aspect des nouvelles créations. Ah mais c'est ça, c'est exactement ce qu'on veut qu'il se produise dans l'assiette. Ça va couler un peu comme un cœur coulant au chocolat. On va prendre du poids, hein, Ici, tous les détails comptent, notamment ceux concernant le coût de la fabrication. Là, par exemple, on fait une tarte avec de la mangue. Si le client dit la mangue me plaît vraiment beaucoup, mais cette tarte est un peu chère, on peut lui proposer cette même tarte sans le décor avec les pistaches. Ça va réduire un petit peu le prix de revient du produit, parce qu'on va enlever la pistache dans le prix de revient et la main-d'œuvre des opératrices qui vont déposer les pistaches sur le produit sur ligne. Mais oui, la notion de prix est toujours présente à chaque étape du développement. Pour coller aux attentes des consommateurs, les industriels se basent sur des études de marché très poussées. Aujourd'hui, la tendance est au moins gras, au moins sucré et aux desserts traditionnels revisités, comme ce riz au lait d'un nouveau genre.
goût citron ressort bien. Le riz au lait aussi, on le retrouve bien. Depuis peu, les industriels rencontrent aussi un nouveau challenge assez inattendu qui semble directement lié à leur vente chez les artisans. Ouais, ça peut arriver qu'on nous demande des produits qui aient l'air fait maison, c'est-à-dire qu'ils soient de façon assez régulière, irréguliers. Là, vous avez des tartes. Voilà, ça, c'est des produits qui ont vraiment un visuel fait main, très rustique. Là, on a une tarte en pâte briochée, pareil, avec des pommes déposées comme on l'aurait fait à la maison. Ça rassure le consommateur parce qu'il a l'impression de l'avoir fait à la maison et de le sortir de son four. Mais si les gâteaux industriels copient de plus en plus les pâtisseries artisanales, comment s'y retrouver? Retour à Paris avec le rédacteur en chef de l'UFC Que Choisir. Muni d'une caméra cachée, Arnaud Deblot nous donne quelques indices pour repérer les artisans qui font appel à l'industrie. Bonjour. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de regarder un peu l'étendue de l'offre, de voir s'il y a effectivement beaucoup de gâteaux et si dans la même gamme, eh bien, il y a plusieurs unités proposées. Ce qu'il faut regarder aussi, eh bien, c'est un peu la régularité des gâteaux. Puis cette tarte au citron, on a l'impression de l'avoir déjà vue dans d'autres boulangeries de la rue. Donc il y a une forte suspicion de gâteaux industriels ici. Et bien sûr, dernier conseil, il faut poser la question aux artisans. Tout est fabriqué maison. Il y a combien de personnes du coup qui travaillent ici en fait? C'est un certain nombre. Donc, dites-moi, ça fait quand même du boulot, hein, parce que quand on voit tous ces gâteaux... Chacun son métier. Pour éviter les pièges, il faut aussi connaître quelques astuces de pâtissier. La tarte aux framboises avec saupoudrée de sucre glace, eh bien, c'est sans doute pour cacher le fait que les fruits étaient congelés et qu'ils ont bien vécu. Mais Arnaud Deblot a encore une arme secrète, ces fameux catalogues professionnels que l'on peut trouver sur Internet qui montrent les différents modèles de pâtisseries industrielles, comme cette tarte au citron ou encore ces amandines que l'on retrouve souvent dans les boutiques. Et les opéras que nous avons pu voir en vitrine ressemblent beaucoup à cela, agrémentés effectivement d'un petit coup de patte du boulanger qui a rajouté une petite feuille en or ou d'autres peuvent mettre leur nom sur une petite étiquette. Bref, ça ne veut pas dire non plus que le gâteau est forcément d'origine artisanale. Des produits de toutes sortes et à tous les prix, sans compter que certains industriels étrangers pourraient bien faire une entrée fracassante sur le marché. Lors d'une enquête que nous avons réalisée pour Que Choisir sur ce sujet-là, on nous a dit que des fabricants chinois commençaient à être intéressés par le marché français. On nous a présenté, en tout cas c'est un de leurs concurrents, qui nous a présenté un catalogue où tout était rédigé en chinois. Donc peut-être qu'un jour, nous aurons des produits de boulangerie, pâtisserie qui viendront de Chine et qu'on retrouvera dans des établissements prétendus artisanaux ou de proximité. Aujourd'hui, si les Français se fournissent encore à plus de 60% chez leurs artisans, 26%, soit près d'un quart de la pâtisserie consommée en France, est achetée en super ou en hypermarché. La raison du succès tient en deux mots, la qualité et le prix. Ces petites tartelettes, c'est terrible. Mon mari, il en raffole de ça. Je ne vois pas pourquoi j'irais dans une boulangerie acheter un gâteau que je vais payer 1 euro ou 2 de plus que ces deux petits-là. Vous voyez ? Pierre Blanchard est un des responsables du secteur pâtisserie-boulangerie de cette enseigne. Et cet ancien chef pâtissier de Matignon n'est pas peu fier de nous montrer ses laboratoires intégrés au magasin. Et bien voilà, là on est dans le laboratoire de production où on est en train de réaliser des tartes fines, où on est en train de finir des framboisiers. Souvent, les gens s'imaginent que c'est livré directement dans une usine, que ça arrive et qu'il n'y a pas tous ces gens qui travaillent. Ici, en effet, contre toute attente, une grosse majorité des produits sont faits ou assemblés sur place avant d'être vendus en rayon sous blister. Mais cet emballage a encore une mauvaise image auprès des clients. Alors, pour contourner cet obstacle, la grande surface a imaginé une nouvelle astuce de marketing. Voilà, donc voilà, là on a un espace de vente de produits en fait qui sont pas exactement les mêmes dans la finition.
et qu'on présente sans emballage. Il y a des clients aujourd'hui qui n'achetaient pas de la pâtisserie, qui ont acheté ici, et qui ont pu découvrir que les produits étaient bons et qui aujourd'hui retournent acheter des produits de l'autre côté qui sont emballés. C'est vrai qu'on pourrait fermer les yeux, on n'est pas à Carrefour et on pourrait croire que nous sommes dans un grand pâtissier à Paris. Aujourd'hui, les grands concurrents des super et des hypermarchés en matière de pâtisserie, ce sont bien sûr les Freezer Centers. Ces surfaces spécialisées dans le surgelé, on le retrouve toute la gamme des pâtisseries traditionnelles, de la tarte au citron jusqu'au Mont Blanc individuel. Jean-François Aubry est le rédacteur en chef d'une revue spécialisée dans le surgelé et il connaît tous les secrets de ces magasins, notamment ceux de cette marque aux flocons. Ce qui est important de préciser, c'est que Picard en fait ne fabrique pas ses produits. Par exemple, Picard souhaite réaliser un gâteau basque. Effectivement, on a une référence de gâteau basque. Pour arriver à ce résultat, Picard s'est entretenu avec un fournisseur spécialisé sur ce segment de produits et qui va déterminer, suivant un cahier des charges élaboré par Picard, la recette que souhaite précisément Picard. Depuis une quinzaine d'années, les magasins de surgelés connaissent une croissance sans précédent, comme cette enseigne qui a doublé son chiffre d'affaires en 10 ans. La marque, elle aussi, est rentrée dans la guerre des prix, moins de 2,50 € par exemple pour ses 4 éclairs, et semble avoir travaillé sa communication autant que ses produits. Je trouve que Picard sait vendre l'image, c'est joli, ça donne envie. Il y a quand même un petit côté présentation avec toutes les émissions culinaires. Donc oui, ça modernise la pâtisserie dans ce sens-là, quoi. C'est accessible pour tout le monde à la maison. Et en même temps, on a une super présentation qu'on n'aurait pas si on faisait soi-même. Car la marque a bel et bien renversé l'image du surgelé en France, aidée en cela par une révolution technologique dans les années 90. Aujourd'hui, on peut descendre très très rapidement à basse température, ce qui permet de saisir les produits dans le froid et ça limite le développement des cristaux de glace. Ce qui fait que ça préserve les produits dans leur qualité organoleptique. Alors qu'avant, on avait l'ancienne image du surgelé, c'était d'ailleurs plutôt du produit congelé. Je sais pas, vous avez les clichés de Vivagel, des blocs d'épinards en briques, c'était pas très folichon. Cette révolution de la surgélation, c'est aussi ce qui est à l'origine de l'incroyable boom des terminaux de cuisson. Ces points de vente qui ne fabriquent pas sur place et ne peuvent donc pas s'appeler boulangerie et se contentent de décongeler des produits industriels. Aujourd'hui, on compte environ 3500 magasins de ce type qui vendent 12% de la pâtisserie et de la viennoiserie française. Et dans ce nouveau genre de boutique, on assume totalement le fait de proposer des produits décongelés. On est fiers de nos fours puisqu'on les met dans nos magasins. On ne cache pas en fait la cuisson et on dégage des odeurs alléchantes qui font que le consommateur craque en toute simplicité et en vrai, avec des vraies odeurs de chocolat, de fruits, de feuilleté, de beurre. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de roulements, donc les produits sont très frais. C'est vrai qu'avant, il y avait un artisan en face et on sentait que le roulement n'était pas le même. Ici, c'est pas le cas. On voit que constamment les produits sont remis. Ils nous les sortent des fois directement du four, c'est agréable. En coulisses, la fabrication relève du jeu d'enfant. Il suffit d'abord de sortir les pâtisseries du congélateur. Ces gâteaux sont tous fabriqués dans l'usine du groupe en Vendée et sont envoyés aux franchisés. Un tiers des préparations doivent être cuites, comme certaines tartes, avant d'être nappées pour leur donner toute leur brillance. Pour les 2 tiers restants, il suffit de faire décongeler les produits quelques heures ou juste de poser une garniture. Nous, on reçoit la tartelette déjà cuite, avec déjà la crème à l'intérieur. Et en fait, on n'a plus qu'à la laisser décongeler. On la sort une petite demi-heure, elle décongèle tranquillement. Et ensuite, on a juste à insérer nos framboises dessus. C'est très rapide, quoi. À part le temps de décongélation, à faire, voilà, vous voyez, ça a 3 minutes à peine. Et voilà, la tartelette est préparée. J'ai inséré un petit peu de sucre glace dessus. Et voilà, notre produit est prêt. Et puis dans une dizaine de minutes, un quart d'heure, on va pouvoir la sortir et la mettre en vente. Voilà. Des détails de la présentation aux dates limites de consommation,
Ici, toutes les procédures sont fixées et rationalisées, ce qui permet aux franchisés de revendiquer la régularité de leur offre. Dans la tête des gens, un produit qui ne va pas être artisanal, un produit qui va être fait de façon industrielle, est forcément un mauvais produit. Et c'est vrai qu'on se dit tout de suite qu'un artisan fera forcément un meilleur produit qu'un industriel. Et donc on reste bloqué là-dessus. Alors qu'il peut y avoir des bons artisans et des moins bons artisans. Nous, on sait qu'on va répondre toujours aux mêmes critères et que si pour nous le produit nous semble valable, vous aurez toujours le même produit. La décongélation permet aussi de compléter les vitrines régulièrement, ce qui assure une adaptation de l'offre à la demande et limite les pertes. Et avec des coûts de personnel resserrés, la formule de ces points chauds ne manque pas d'intérêt économique et concurrence de plein fouet les artisans. Ici, l'éclair est acheté 55 centimes par le franchisé et revendu 1,75 €, soit 68% de marge brute. Chez un artisan, le prix de revient est d'environ 1,30 € et l'éclair sera revendu 2,10 €, soit environ 38% de marge brute en moyenne, une marge qui passe à plus de 52% pour les viennoiseries. La guerre des chiffres est donc lancée, même si l'enseigne s'est donné un seuil à ne pas franchir dans la qualité des produits. On serait tenté de mettre de la margarine. Tous nos produits de viennoiserie sont faits avec du beurre frais. Et un rapport de 1 à 2 entre du beurre frais et de la margarine. Environ 4 € du kilo du beurre frais, environ 2 € du kilo de la margarine. Donc faites le calcul. Et nous utilisons environ 900 tonnes de beurre par an. Du coup, si les industriels visent la qualité, les artisans ont-ils toujours le monopole du goût? Qu'en pensent les experts de la gastronomie? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous au journal Le Figaro avec François Simon, un célèbre critique gastronomique dont vous ne verrez pas le visage. Chaque semaine, il organise avec son équipe et le maître pâtissier Christophe Felder ces fameux tests gourmands comme ici, avec cette trentaine de croissants. 3,5 en quoi? En nez et 4,5 en feuilletage. Vous le descendez alors? Nos deux critiques sont habitués aux dégustations haut de gamme, mais ils vont devoir goûter pour nous à l'aveugle des éclairs au chocolat provenant autant de supermarchés, de magasins de surgelés que de l'artisanat. Alors celui-là, que ce soit artisanal ou industriel, c'est clair qu'il est explosé, il est disgracieux, c'est pas gentil pour la famille des éclairs au chocolat, parce que le genre est déshonoré. Alors déjà, il a aucune... Quand on le coupe, tout s'effondre. Ah oui, c'est mou du genou. Logiquement, un bon éclair, c'est comme dans un mot, il y a une articulation, c'est-à-dire qu'il y a des syllabes, tandis que là, on a l'impression que c'est une sorte de onomatopée. La pâte à choux, c'est vraiment la fraîcheur aussi qui joue. Celui-là, elle est un peu vieillotte. Si le goût de cet éclair est acceptable, c'est la mollesse de sa texture qui va faire pencher le verdict. Et grosso modo, la pâtisserie qu'on trouve dans les supermarchés, elle est de ce niveau-là, c'est-à-dire... Ça s'appelle éclair au chocolat, mais ça n'a rien à voir. C'est qui, ça? On regarde? Oui. Allez. Industriel supermarché. Ah ouais. Oui, c'est pas visible. Ce produit, vendu pour être consommable pendant 10 jours environ, ne s'en sort pas si mal. Mais pour le deuxième éclair, les experts restent dubitatifs. C'est étonnant, celui-là. Ah oui, c'est pour ça. J'ai rarement vu un éclair raide comme ça. Visiblement, il y a un problème de décongelage, c'est-à-dire il se casse, il se brise. C'est tout à fait ça, François. La pâte à choux qui a séché, quoi. Puis dedans, c'est comme une crème à tartiner, style Nutella ou un truc comme ça. Ils ont rajouté de la noisette. On dirait plutôt un produit surgelé, je sais pas. Allez, comme ça. Waouh! Bravo, Christophe. Les pâtisseries vendues surgelées au grand public peuvent donc être identifiées par leur texture cassante. Pour le troisième produit, la déception est totale, d'autant qu'il provient d'un terminal de cuisson, d'habitude bien noté par nos experts. C'est un terme technique, ça s'appelle un foutage de gueule, ça. Quant au dernier éclair, nos gastronomes, là encore, sont déçus par la pâte. Oh, mais il s'affaisse, il a aucune dignité. Et par les saveurs. Ils arrivent à inventer des goûts qu'on connaît pas. Vous avez goûté? Il y a une dimension un peu brûlée dedans. Ouais, voilà. C'est le chocolat au viandox. Oui, je n'avais pas pensé ça. Le goût est très particulier. Lyophilisé au roulement de tambour. Artisanal. Ah ouais. Vous êtes surpris? Ouais.
On n'a pas le vrai goût chocolat marqué. Donc on est un peu déçu. Ça paraît presque un peu salé parfois. C'est pas puissant. Si le maître pâtissier est tombé de haut, François Simon, lui, est plus philosophe. C'est pas parce que c'est fait à la main que c'est supérieur. Il y a souvent des gens qui travaillent avec les pieds. Ça, c'est pas bon, c'est tout. Il n'y a plus de discours monolithique. C'est pas d'un côté les anges, les artisans, et les démons, l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, il y a certains desserts glacés qui sont formidables, qui sont supérieurs aux artisans. Artisanal ou industriel, à 2,10 € les deux, ou dans les boutiques les plus prestigieuses, aujourd'hui, c'est bien l'éclair qui s'érige en best-seller toute catégorie de la pâtisserie et représente environ un quart des ventes, juste devant la tartelette aux fruits. Une place de leader peu à peu challengée par un nouveau favori du grand public qui remporte un succès grandissant, le macaron. Et en la matière, deux grands frères ennemis, deux empires que l'on ne présente plus, se partagent le marché du haut de gamme. D'un côté, Pierre Hermé, qui a d'ailleurs fait ses classes chez Ladurée, est désormais présent dans 5 pays du globe et génère un chiffre d'affaires qui dépasse les 17,6 millions d'euros. Aujourd'hui, la plupart de ces macarons sortent de cette usine, pudiquement appelée manufacture, située dans l'est de la France. Des photos qui jurent avec l'image d'artisanat que le pâtissier souhaite donner à ses macarons. Et lorsque nous sollicitons une interview pour parler de cette croissance industrielle de la marque, les portes se ferment. Parler des chiffres, c'est pas quelque chose qu'on fait, ni sur le nombre de produits fabriqués, ni en nombre de... Enfin, ni sur le chiffre d'affaires. Une frilosité que ne partage pas l'autre roi du macaron, Ladurée. Ici, le discours est décontracté, soutenu par un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros, provenant pour les 2/3 de la vente de macarons. David Holder est le PDG de cette enseigne prestigieuse. Sa famille, qui détient aussi le groupe Paul, a repris cette entreprise il y a 20 ans et lui a fait vivre une véritable success story. La marque est présente dans plus de 20 pays et a ouvert 12 boutiques cette année, du Brésil au Maroc, en passant par Hong Kong. Et si les pâtisseries que l'on voit ici sont toutes faites sur place, la production des macarons, elle, a été centralisée. Pour le macaron, oui, il y a une fabrique mondiale. Okay, parce qu'effectivement, le macaron, comme c'est le produit phare, je voulais avoir une constance de qualité. Et surtout, il y a des secrets de fabrication qui font que j'avais pas envie que ce soit répandu dans demain 20 ou 50 territoires. Les images de cette manufacture restent confidentielles, mais on en trouve quelques traces sur Internet. Pour autant, l'entreprise semble assumer totalement son processus de fabrication. À l'époque, on le mettait dans des poches et on dosait. Moi, je l'ai fait, on dosait. Ok. Aujourd'hui, clairement, vu les volumes, on a fait fabriquer des matériels qui, effectivement, récupèrent le biscuit et ce qu'on appelle une doseuse automatique qui arrive sur un tapis, qui passe dans un grand tunnel pour être cuit. Et en fait, on a rationaliser, on va pas dire industrialiser un certain nombre de choses. Il y a un four de 18 mètres, il y a des choses qui permettent de produire en plus grande quantité, mais par contre tout ce qui est en amont et à la fin, surtout la partie où on récupère les coques de macarons, de biscuits, où elles sont garnies et surtout où on les assemble, toute cette partie-là continue à être faite de manière traditionnelle pour pouvoir vérifier effectivement que les produits sont beaux, que les produits sont réguliers et que le produit est apte à être vendu chez Ladurée, puisqu'encore une fois notre clientèle est habituée à un produit il doit être parfait. Dès lors, le président ne se gêne pas pour clouer le bec à ceux qui font le procès de son industrialisation. Justement, vous répondez aux gens qui disent le macaron, Ladurée, c'est devenu de l'industrie. Je réponds que c'est des conneries, parce que j'invite ces gens, c'est sincèrement, c'est un non-sens. Aujourd'hui, je veux dire, ma famille a prouvé qu'on pouvait grandir dans le monde sans toucher à la qualité. On est sur les mêmes matières premières, on est sur les mêmes process. Je veux presque dire que le macaron aujourd'hui, il est meilleur qu'il n'était à l'époque. Parce qu'on a travaillé dessus, enfin je veux dire, mais il n'a pas évolué, en tout cas dans le sens de la non-qualité. Un macaron ayant une durée de vie de 5 jours, l'entreprise a aussi adopté une autre technique moderne pour favoriser son développement. Mais que ça part loin, bien sûr pour des raisons d'hygiène déjà, bien entendu, bactériologiques on va dire, et des régions également écologiques. Le macaron est hiberné, de telle sorte à ce qu'il puisse voyager par voie de mer et qu'il bouge absolument pas pendant le transport. Après, il est remis en température sur place. C'est plus joli. Quand je l'ai, en plus joli. On est dans la romance, il faut rester poétique. Une poésie au centre du marketing de la marque qui s'est construite avec tous les codes du luxe.
J'ai jamais, moi, géré cette maison comme une maison pâtissière. J'ai voulu faire de cette maison une maison avec une marque forte, qui soit une marque notoire, autour d'un produit. Donc, comme dans la mode, on a créé des collections en s'inspirant des tendances, en s'inspirant des couleurs, mais on a sublimé ce produit. C'est-à-dire qu'autour du produit, on a créé des packaging absolument extraordinaires. Jamais personne ne jette un emballage lasuré. C'est pas des emballages, c'est des boîtes de collection. Un exemple suivi par de plus en plus de pâtissiers à Paris qui eux aussi ont fait le choix du luxe. Ces boutiques ressemblent à des bijouteries où les gâteaux sont même présentés sous cloche comme des pièces rares et où les prix commencent autour de 5 € minimum pour chaque douceur. Certaines enseignes s'installent même à 2 pas des marques de luxe, comme ce salon de thé très délicat situé au cœur du temple de la mode parisienne. Ici, les prix vont de 6 à 8 €, mais les clientes sont aux anges. Ce que je viens chercher ici, c'est une pâtisserie qui me fait rêver. Et avec tout ce que ça comporte de poésie et d'imaginaire. Regardez ce gâteau, c'est une fleur. Ah, c'est quand même extraordinaire. On se fait plaisir, voilà. Et quand on se fait plaisir, on ne regarde pas forcément le prix. C'est un petit gâteau, c'est pas un manteau de fourrure. Faut relativiser quand même. Frédéric Adida est un spécialiste des tendances en matière de pâtisserie. Il fréquente donc toutes les nouvelles adresses, comme ici, pour repérer les vrais talents autant que les fausses modes. Le concept de pâtisserie haute couture a été lancé il y a 8 ans par Pierre Hermé. Depuis, cet art de bouleverser les formes et les codes de la tradition a explosé dans la capitale. Des pâtisseries un peu concept, un peu artisanales, un peu à la mode, il y a une dizaine d'années, il n'y en avait pas à Paris. Aujourd'hui, il en ouvre une tous les 6 mois. Une tendance de fond qui souvent surfe avec le snobisme parisien. Les pâtissiers qui sont assez malins parce qu'ils comprennent que les gens ont besoin de ça et ont besoin de se valoriser dans l'idée qu'ils ont découvert des endroits. Et c'est vraiment la phrase du Parisien, c'est « Tu sais, moi j'ai trouvé un petit pâtisserie à côté de chez moi, ils font des trucs tellement bien, il faut vraiment que je te fasse goûter. Tu me donnes l'adresse ? Ah non, je ne peux pas te donner l'adresse parce que c'est tellement confidentiel. » Ils ne se donnent pas les adresses, quoi. C'est devenu secret. Mais au-delà des modes, le développement des pâtisseries haut de gamme a une origine bien précise, l'ambition des jeunes talents travaillant dans l'hôtellerie. On se rend compte qu'il y a un phénomène. Il y a des pâtissiers qui ont à peu près la trentaine, voire la quarantaine, qui sont restés assez longtemps dans des grands palaces, le Plaza, le Georges V, anciennement le Crillon, et qui sont consultants par exemple, et ils ont envie enfin d'ouvrir leur propre pâtisserie, d'être le propriétaire. Ils vont s'associer avec des investisseurs et ils vont avoir envie de montrer aux autres ce dont ils sont capables de faire sans avoir de hiérarchie, sans avoir de patron. Mais avec la multiplication de ces boutiques, un danger menace. Chacun va essayer de trouver l'idée du siècle. Je vais ouvrir une boutique spécialisée dans le chou à la crème. Extraordinaire. Je vais proposer un seul produit décliné sous 25 formes différentes. Est-ce que c'est cela que les clients attendent en termes de goût, en termes de saveur, en termes de proposition? Je ne suis pas sûr. Face à ces pâtisseries à la mode, certains ont fait le choix de revenir à l'essentiel, la qualité et la fraîcheur des produits. Hugues Pouget est un chef pâtissier qui a travaillé chez les plus grands comme Guy Savoy. Sylvain Blanc est un ingénieur brillant issu du monde du luxe. Il y a 3 ans, ses 2 amis d'enfance ont décidé de créer cette pâtisserie aux allures de bijouterie, au logo en forme de poinçon et qui propose des gâteaux à la façon d'un cabinet de curiosité. Les gâteaux individuels, c'est tellement surprenant, tellement inhabituel de les retrouver ici, tout seuls, dans leur petit écrin, présentés dans des colonnes qui sont vraiment des meubles bien spécifiques. Eh ben, les gens ne s'y attendent pas, il y a une vraie surprise. Ici, les prix ont été pensés pour ne pas influencer le choix du dessert. Tous les gâteaux traditionnels sont à 5,40 € ou à 6,20 € pour les créations, et ce, quelle que soit la sophistication du gâteau ou les ingrédients employés. Des prix plus chers qu'en pâtisserie traditionnelle, mais qui prennent en compte l'extrême fraîcheur des produits qui sont montés en coulisses tout au long de la journée.
90% des pâtissiers, mais c'est pas mal, arrivent très tôt le matin, font les gâteaux de la journée, et après les clients viennent pendant la journée. Nous, on a cassé ça parce que je voulais travailler comme dans un restaurant, avoir ce côté fraîcheur à la minute, pour que quand on mette des fruits sur une tarte, il soit le plus brillant possible, pas du tout sec, pour que le millefeuille soit extrêmement croustillant. Oui. C'est possible de faire un Saint-Honoré 4 personnes praliné? Bien sûr. Dans combien de temps? La dame est là. Dis-lui d'ici un quart d'heure. Dans sa recherche de la qualité maximum, cette maison a opté pour un autre grand parti pris, ne travailler que les fruits de saison. Il y a un intérêt, le premier c'est le goût. Alors, la clémentine en pleine saison elle est meilleure que très très tôt ou très très tard, comme les fraises. Et il y a un intérêt économique, pour ne citer que la fraise en tout début de saison, les premières gariguettes vers le 10 avril, elles vont coûter 20 € du kilo. En pleine saison, elles seront à 8. Et c'est un intérêt pour nous, c'est un intérêt pour nos clients, parce que si on achète des fraises 20 € le kilo, on ne pourra pas vendre les tartes au même prix que si on les achète 8. En hiver, Hugues utilise donc surtout des agrumes, de la mandarine au citron, en passant par le fruit à la mode, le kumbawa. Des saveurs qui se retrouvent sur des tartes au design assez original. C'est nous qui avons dessiné le moule, l'emporte-pièce. On peut avoir plein de parfums et chacun fait son choix. Et ça évite le moment fatidique qui coupe le gâteau. Cette exigence dans la qualité et la créativité a payé. Aujourd'hui, Hugo et Victor reçoivent des commandes de grandes entreprises pour des pâtisseries sur mesure. Ils soupçonnent même certains d'avoir copié leurs idées. Comme par exemple ce fond de tarte monopare que l'on retrouve dans certains catalogues d'industriels. Au début, il y a un côté un petit peu rageant, en disant c'est pas possible, il peut pas se débrouiller tout seul. Et puis après, on se dit bon, de toute façon, c'est valorisant et nous, des idées, on sort 10 000 à la minute. Alors, c'est. Ah ouais. Non mais c'est quelque chose qui nous plaît, c'est en nous, Pas évident, ça va. Les deux compères gardent les pieds sur terre, même si, comble de reconnaissance, ils reçoivent désormais la visite de grosses multinationales de l'agroalimentaire qui viennent dans leur boutique pour déguster et s'inspirer officiellement de leur création. Et puis ils nous contactent pour régulièrement privatiser la boutique. Ils viennent avec un petit peu leur manager R&D du monde entier et ils font des brainstorms avec nous. Et souvent ça fait l'objet de... Ils font des tours à Paris, donc ils vont passer 2 heures chez nous, 2 heures à droite, à gauche. Des rencontres qui ne sont pas forcément à sens unique. Lors de ces échanges, c'est aussi l'occasion de bénéficier de leur très bonne connaissance des clients et du marché. Par exemple, on a su il n'y a pas longtemps, à travers nos échanges, que les glaces les plus vendues, c'était la vanille et la pistache. Et la pistache, c'est pas forcément une glace qu'on aurait forcément fait, ou la pure vanille. Les frontières entre industrie et artisanat sont plus que jamais brouillées. Et dans le vide juridique actuel, les clients n'ont aucun moyen de connaître l'origine réelle de ce qu'ils achètent en pâtisserie, ni de savoir si les gâteaux qu'ils consomment cachent conservateurs, gluten, colorants ou excès de sucre. Des dangers potentiels qui mériteraient d'être signalés pour que les gourmands puissent continuer à se régaler sans risquer de bouder leur plaisir. Voilà, j'espère qu'on ne mangera jamais des gâteaux faits en Chine. Attention quand même, messieurs les pâtissiers, car nous, les consommateurs, on peut comprendre beaucoup de choses. Soucis de fabrication, conservation, difficulté à proposer une offre large, mais pas d'être pris pour des pigeons, d'autant que la pâtisserie reste un plaisir dont on peut se passer si elle n'est pas bonne. En tout cas, ici, on ne vend que du rêve dans cette pâtisserie qui porte décidément bien son nom. L'excellence a un prix, c'est sûr, quelques euros de plus, mais il vaut peut-être mieux en manger moins souvent et se faire vraiment plaisir plutôt qu'être vraiment déçu. Bye bye, je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête sur France 5.